Donc, c'est le dernier petit cycle de l'année, hein, de l'année scolaire au moins, avec 3 œuvres. Alors je sais que, bon là, ça commence à être les dispersions de fin d'année, hein. Donc tout le monde ne sera pas là aux 3, mais bon, hein, vous savez que je peux vous envoyer les textes éventuellement, si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, on va aller au fond de la mine, hein, avec Germinal de Zola. La semaine prochaine, un très beau livre de Camus, L'homme révolté, qui est le cœur de sa vision sur la révolte, hein, magnifique. Ouvrage dense, vraiment dense et très riche. Et nous terminerons par Saint-Exupéry avec Terre des Hommes, cette année, Terre des Hommes. Voilà le programme. Alors aujourd'hui, Germinal. Alors, évidemment, je suppose que vous le connaissez tous. Voilà. Ça fait un certain temps. Un temps certain. Bon. Donc, il a été adapté au cinéma de multiples fois. Oui. Mais enfin, disons que c'est c'est pas Totalité et Infini d'Emmanuel Lévinas. Hein, c'est plus léger. Bon. Et bon, donc je vais essayer de vous apprendre 2-3 choses sur le roman et sur aussi le mode opératoire de Zola. On avait vu l'année dernière La Curée. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc j'avais déjà expliqué un certain nombre de choses sur l'imaginaire de Zola et puis sa technique romanesque, puisque tout ça est extrêmement construit, extrêmement étudié. Et donc je vais approfondir, continuer un petit peu cette réflexion. Alors, Germinal, c'est le 13e volume des Rougon-Macquart, hein, de cette grande fresque politico, socialo, économico, culturelle, si vous voulez, cette grande fresque des Rougon-Macquart, où il y a au total 20 volumes, qui, avec des personnages que l'on retrouve, même sur plusieurs générations. Et là, Germinal, c'est le 13e volume. Et je vous rappelle que cette fresque des Rougon-Macquart, elle a un sous-titre qui est « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». C'est ça le projet de Zola, qui voulait faire un petit peu l'équivalent de la comédie humaine. Balzac, donc une grande fresque historique et sociale, où il pouvait passer un certain nombre de messages qui lui étaient chers. Donc cet ouvrage, il a été écrit assez rapidement, d'avril 1884 à janvier 1885. Donc, vous voyez, c'est quand même un beau pavé, une belle œuvre, qui a été écrite rapidement, mais avec énormément de préparation. Alors, cette œuvre paraît comme c'était un peu l'habitude avec les œuvres de Zola, d'abord en feuilleton, entre novembre 84 et février 85. Donc, dans une revue qui crée un petit peu le suspense. Et Germinal connaît sa première édition, donc en tant que livre complet à part entière, en mars 1885. C'est moi ou c'est... Vous n'entendez pas? Ouais. Petit bruit. Ouais. Alors, il a été plus ou moins bien accueilli. Certains l'ont accueilli comme le grand roman célébrant la grandeur du peuple, notamment du peuple ouvrier.
Et d'autres l'ont accueilli beaucoup plus fraîchement, en disant que ça donnait au contraire une image très négative du peuple, et que c'était le roman anti-peuple par excellence. Vous voyez, ça a été assez diversement accueilli. Et puis il se trouve qu'après, ce roman a été traduit, publié dans plus d'une centaine de pays, et il est devenu quasiment le roman emblématique de Zola. C'est-à-dire, si on ne connaît pas grand-chose de Zola, là, on connaît au moins Germinal, puisqu'il va symboliser pas simplement la vision de Zola, mais vraiment cette problématique politique, sociale, économique de la révolution industrielle dans cette deuxième moitié du 19e. En France, mais aussi dans un certain nombre de pays d'Europe. Et il va préfigurer évidemment un certain nombre d'événements qui vont se dérouler plus tard. Je pense à la révolution russe, la révolution d'octobre, mais aussi d'autres mouvements. Donc c'est devenu l'une des œuvres phares de Zola. Et on raconte que lors de l'enterrement de Zola, en 1902, il y a eu un grand convoi funèbre, évidemment, à Paris, et il y a toute une délégation de mineurs venus de Denain, donc là, près de Valenciennes, dans cette région qui va être décrite dans le roman, et qui ont scandé des heures durant Germinal, Germinal. Ça s'est resté comme une image très, très puissante. Dire cette association de Zola avec ce roman de Germinal. Évidemment, ça veut dire beaucoup de choses, Germinal, puisque c'est aussi la préfiguration et le symbole d'une espérance, d'un renouveau, d'une germination. Puisque Germinal, dans le calendrier révolutionnaire, c'était le mois du printemps. Donc que ces masses ouvrières, ces masses populaires qui voient le jour au 19e, pendant les révolutions industrielles, vont pouvoir faire changer les choses et être à l'origine d'un renouveau, d'une nouvelle naissance de l'humanité tout entière. Il y a à l'époque un immense espoir. Donc Germinal représente aussi cet espoir. Pour certains du grand soir, où tout va péter, c'est une expression qui revient à plusieurs reprises dans le roman, il faut que ça pète, ça va péter, c'est-à-dire, le système est trop sous pression, il va exploser et ça va donner le grand soir, c'est-à-dire la libération des masses ouvrières et la libération de l'humanité. On y croit quand même, en tout cas certains, dur comme fer à l'époque. Bon, vous voyez, ça a un siècle, un peu plus d'un siècle, ça peut nous sembler très très loin, en fait c'est pas si loin, et aujourd'hui on peut faire un peu aussi le point par rapport à toute cette espérance. Donc, c'est un des romans les plus emblématiques de Zola, avec une immense recherche documentaire. Ça, c'est une des caractéristiques de Zola. Il ne passe à peine, il fait beaucoup de recherches documentaires, on va en reparler. C'est aussi un miroir social de son époque, et puis c'est aussi une reconstitution à la fois réaliste, mais aussi très fantasmée, ou fantasmagorique du monde de la mine à cette époque. Alors, en guise d'introduction, je vais vous donner quelques éléments un peu de coulisses de cette épopée sociopolitique et humaine tout à fait foisonnante. Donc, Germinal, c'est d'abord un roman ouvrier. Il se trouve que Zola avait publié en 1877 un roman, L'Assommoir. Vous connaissez L'Assommoir, qui avait eu un grand succès et qui mettait en scène un couple maudit
d'un ouvrier et d'une blanchisseuse que l'alcool et la misère finissaient par ravager totalement. Et donc, après ce roman déjà ouvrier, il envisageait d'écrire un second roman ouvrier plus axé sur la lutte sociale, puisque avec le couple de l'Assommoir, on est plus dans une problématique individuelle, hein, alors que là, avec Germinal, il veut montrer les ressorts d'une lutte sociale, donc de toute une corporation, hein, en l'occurrence les mineurs. Et donc, il veut écrire ce second roman ouvrier, axé sur la lutte sociale. Et il écrit « Ce n'est qu'au moment de l'Assommoir que, ne pouvant mettre dans ce livre l'étude du rôle politique et surtout social de l'ouvrier, je pris la résolution de réserver cette matière pour en faire un autre roman. » Parce que ce qui est intéressant avec Zola, c'est que dans toutes ses notes préparatoires, il nous fait participer un peu de la genèse, hein, de ses romans et de ses personnages. Donc là, il veut faire un roman social, vraiment sur la lutte sociale, qui va donc prolonger et amplifier ce qu'il a déjà écrit dans l'Assommoir. Il se rappelle que Karl Marx a fait paraître le Capital en 1867, hein, donc c'est quelques années avant, et c'est au moment où Zola publie son premier roman, Thérèse Raquin, qui est moins connu. Le mouvement ouvrier, qui a été réprimé après la Commune, reprend son essor, après notamment la chute de MacMahon et l'instauration définitive, on va dire, de la République, hein, en 1879, après les quelques années de règne de MacMahon. Et en 1881 sont votées les lois sur la liberté de réunion, la liberté de la presse. Hein. Donc 1881, c'est une année importante où sont votées ces lois sur liberté. Hein. Liberté de réunion, liberté de presse, c'est des lois importantes. Excuse-moi Pierre, peut-être il faudrait baisser un tout petit peu parce qu'on entend un tout petit peu un bruit de fond, si c'est possible. Voilà, bon. Oui, ça va, merci. Donc, en 1881 sont votées ces lois et les syndicats s'organisent, les mouvements socialistes se développent. Et donc Zola va suivre de très près cette évolution de ces mouvements socialistes qui au départ sont assez unifiés, puis ensuite vont faire l'objet de dissensions, de courants différents qui vont se développer. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, on va retrouver dans Germinal, incarnés dans divers personnages, les grandes tendances, les grands courants socialistes de l'époque, qui commencent vraiment à prendre de l'ampleur. Donc, un roman ouvrier, résolument ouvrier, hein, dans la suite de l'Assommoir. Un roman sur la condition des mineurs. Voilà. Alors là aussi, ça peut nous sembler loin, parce que bon, aujourd'hui, voilà, toutes ces mines, hein, du nord de la France ou du cœur de la France sont fermées. Hein. On voit encore un peu les anciens terrils, hein, qui ont reverdi, mais en fait, c'est vraiment pas si ancien, et c'est aussi l'intérêt de ce roman de nous remettre dans ces conditions de travail des mineurs qui sont absolument terrifiantes, et en même temps, ce qui est très beau dans le roman, de comprendre comment ces mineurs, ces lignées de mineurs, parce qu'on est mineur hein, de père en fille, c'est parfois même de père en fille, par obligation, hein, pas forcément par choix, mais ces lignées de mineurs sont fiers d'être mineurs. C'est-à-dire qu'il y a cette recherche d'un travail quand même bien fait, hein, une sorte d'excellence dans ce travail, et ce, dans des conditions difficilement imaginables aujourd'hui, hein, avec des quantités d'accidents, hein, et de morts tout à fait incroyables. Il y a le Chili et la Chine. Récemment.
Oui, là, oui. Il y a encore d'autres pays. Oui, tout à fait. Là, je parlais vraiment de la France parce que c'est tellement important dans notre patrimoine et dans l'identité du Nord aujourd'hui que là, je pensais à la France et à l'Europe. Donc, à l'époque de Zola, le charbon est la source d'énergie essentielle, évidemment, d'énergie fossile, et les bassins houillers font l'objet d'une exploitation vraiment intensive, une exploitation acharnée, et pour accroître les rendements, les ouvriers sont soumis à des rythmes de travail totalement épuisants, dans des conditions, je vous lirai quelques passages, inhumaines. Il y a cette habitude du lit qui ne se refroidit jamais dans les corons, dans les habitations des mineurs, puisque dès qu'un mineur va travailler, il y a quelqu'un qui vient remplacer. Donc, une exploitation vraiment extrême. Il y a des crises économiques qui affectent la France dans les années 70, et ces crises ne font qu'aggraver la situation déjà très précaire des mineurs. Donc la misère des mineurs se fait pressante, les salaires sont au plus bas et le chômage sévit. Donc c'est ça un peu le contexte. Et il y a des grèves très dures qui vont éclater en pays minier au nord de la France en 1878 à Anzin, qui est un grand lieu emblématique, Anzin. En 1880, elles éclatent ces grèves à Denain, près de Valenciennes. En 1880, bon, peu importe, c'est toute la période que Zola va vivre et va étudier. En 1882 à Montceau-les-Mines et en 1884 de nouveau à Anzin. Donc Germinal est planté au cœur de cette révolution industrielle de la seconde moitié du 19e dans le nord de la France. Il a choisi le nord, il aurait pu choisir Saint-Étienne, mais il est allé visiter des mines dans le nord, et donc c'est vraiment dans cette région qu'est campé le roman. C'est l'époque où l'artisanat fait place à la grande industrie et où on va commencer à parler du grand capital. Et comme on va le voir dans Germinal, il y a plusieurs types de capitalistes, mais là, évidemment, Zola va montrer la terreur que fait régner le grand capital dans une recherche exclusive de rendement, et donc pour payer les actionnaires, qui sont des gens ou des compagnies plus ou moins anonymes. C'est vraiment intéressant de voir la naissance de ce qu'on connaît très très bien depuis plus d'un siècle, et contre lesquels on continue à se battre, à dénoncer cet anonymat de ce grand capital. Et aujourd'hui, c'est encore plus compliqué, puisque on ne sait absolument plus à qui appartiennent ces grandes multinationales, tellement les intérêts mondiaux sont croisés. Alors, on le voit aujourd'hui avec la réforme de la SNCF. On nous dit, ça ne sera pas privatisation, mais ça sera une société. Qui y sera? Personne n'est capable de le dire. C'est quand même fou. C'est une petite parenthèse. Donc, l'idéologie socialiste s'affirme contre la bourgeoisie triomphante et contre cette hégémonie que Zola va condamner, l'hégémonie des puissances d'argent. C'est les 200 familles. C'est les 200 familles, oui, c'est d'époque. Et j'insiste, qui n'est pas si vieille, qui n'est pas si ancienne, et que toute l'Europe a connue. Donc, il y a diverses tendances du mouvement socialiste de l'époque qui sont incarnées par différents personnages. On a le collectivisme, j'y reviendrai, le réformisme, le socialisme chrétien et l'anarchisme. L'anarchisme qui va être représenté par un des personnages du roman. Alors le collectivisme
eh bien, c'est le courant qui va adopter les idées de Karl Marx, qui prône la révolution, le renversement de la classe bourgeoise, hein, et qui prône, bon, ce qu'on connaît bien, même si tous ces gens ont peu lu le Capital, la dictature du prolétariat, et donc cet avènement voilà, d'un bonheur, hein, pour toute l'humanité. Et donc ce collectivisme, c'est-à-dire là vraiment la source, hein, du socialisme marxiste, va être incarné par le héros quand même principal du roman, qui est un certain Étienne Lantier, qui va représenter ce courant qui n'est pas extrémiste, mais qui est plus que réformiste, on va dire. Hein. Alors, je vais vous lire une petite citation qui exprime un petit peu cette position d'Étienne. Hein, retenez bien ce prénom. Alors, qu'est-ce que je voulais lire ? Étienne s'enflammait. Je vous raconterai après le roman, mais déjà pour situer quelques éléments politiques. Étienne s'enflammait. Toute une prédisposition de révolte le jetait à la lutte du travail contre le capital dans les illusions premières de son ignorance. C'était de l'Association internationale des travailleurs qu'il s'agissait, de cette fameuse internationale qui venait de se créer à Londres. On est en effet quelques années, bon c'est un petit peu anachronique là, mais on est quelques années après la création de la première internationale, qui s'est créée à Londres. N'y avait-il pas là un effort superbe, une campagne où la justice allait enfin triompher ? Plus de frontières, les travailleurs du monde entier se levant, s'unissant pour assurer à l'ouvrier le pain qu'il gagne. Et quelle organisation simple et grande! En bas, la section qui représente la commune, puis la fédération qui groupe les sections d'une même province, puis la nation, et au-dessus enfin l'humanité, incarnée dans un conseil général où chaque nation représentée par un secrétaire correspondant. Avant 6 mois, on aurait conquis la terre, on dicterait des lois aux patrons s'ils faisaient les méchants. Voilà. Ça, c'est donc le discours d'Étienne Lantier, avec cette énorme espérance, hein, qui semble aujourd'hui vraiment un peu désuète, mais c'est intéressant hein, en histoire de ne pas oublier cet énorme espoir pour une humanité libérée, hein, et cette dialectique, hein, la bourgeoisie et du prolétariat. Alors, à côté de ça, on a un courant plus réformiste. Hein, aujourd'hui, on parle encore des syndicats réformistes. Le réformisme qui souhaite que soient mises en place un certain nombre de réformes, certes, mais sans acte révolutionnaire. Sans acte révolutionnaire, donc moins de table rase, moins de révolution, et ce réformisme plus en douceur, on va dire, est représenté dans le roman par celui qui tient le bistrot, qui est quand même un lieu éminemment important, qui est un certain Rasseneur. Rasseneur, donc lui c'est le cafetier, le bistrotier, et c'est lui qui va loger un petit moment le héros Étienne. On a le socialisme chrétien, qui lui cherche à concilier christianisme et socialisme, en partant du principe que Dieu est du côté des pauvres. Ça, c'est quelque chose qui est naissant à ce moment-là, qui va se développer, hein, on le sait notamment en Amérique latine, avec tout ce qu'on appelle la théologie de la libération, hein, les prêtres ouvriers, hein, et donc Dieu est du côté des pauvres, et donc si on est du côté des opprimés, on est aussi donc du côté de Dieu. Quitte à, comme ça s'est passé, provoquer des actes même très violents. Hein. Alors lui, il est défendu, ce courant, par l'abbé Ranvier. Hein. Il y a un abbé aussi dans le roman qui va représenter ce courant. Et enfin, l'anarchisme ou le nihilisme, qui lui est représenté par, c'est pas un hasard, par un exilé russe, donc un anarchiste russe, qui s'appelle Souvarine,
et qui lui est un exilé puisqu'il aurait trempé dans un des attentats contre le tsar, Alexandre II, et bon, finalement il a été relâché, mais il a préféré fuir la Russie. Et donc là aussi, on est dans cette période, cette vague d'attentats contre le tsar qui préfigure la prochaine révolution. Donc lui, c'est très radical, évidemment, très très radical, c'est-à-dire qu'il propose de détruire toutes les structures sociales. C'est vraiment de l'anarchisme à Proudhon, hein. Donc il faut tout détruire, hein, donc c'est très, très radical, sans forcément de propositions constructives. Pour savoir, bon, une fois qu'on a tout détruit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est très emblématique. Bon, je vous délivre déjà quand même un peu la fin du roman, où Souvarine va saboter à la fin la mine, puisqu'il ne croit pas du tout au combat ouvrier et à la révolte des mineurs, et il va saboter la mine, donc provoquant des morts et encore plus, et il s'en va, il regarde, en spectateur, c'est assez terrible. Bon, mais voilà, c'est tout un courant qui est représenté dans le roman et qui existe encore aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce Souvarine? Donc, c'est la suite de ce que je vous disais tout à l'heure, ce discours d'Étienne. Et évidemment, Souvarine dit ce qu'il dit souvent, ce sont des bêtises. Des bêtises! Des bêtises, répéta Souvarine. Votre Karl Marx est encore à vouloir laisser agir les forces naturelles. Pas de politique, pas de conspiration, n'est-ce pas? Tout au grand jour et uniquement pour la hausse des salaires. Fichez-moi donc la paix avec votre évolution. Allumez le feu aux quatre coins des villes. Fauchez les peuples, rasez tout, et quand il ne restera plus rien de ce monde pourri, peut-être en repoussera-t-il un meilleur. Voilà. Ça, c'est la position anarchiste, donc là, incarnée par un Russe, parce que c'est vrai que c'est là où ça a pris peut-être ses racines, mais peut-être en repoussera-t-il un meilleur, mais il n'y a pas de proposition justement de ce monde meilleur, hein. Mais il faut déjà tout détruire, hein. Donc ça, c'est la position de Souvarine. Et un petit peu plus loin, donc il y en a plusieurs qui disent « il faut que ça pète », hein, répéta énergiquement Madame Rasseneur. « Oui, oui », crièrent-ils tous les trois, « il faut que ça pète ». Souvarine, donc l'anarchiste, flattait maintenant les oreilles de Pologne, dont le nez se frisait de plaisir. C'est une petite lapine. Il dit à demi-voix, les yeux perdus comme pour lui-même, « Augmenter le salaire, est-ce qu'on peut ? Il est fixé par la loi d'Hérin. » La loi d'Hérin, c'est le nom donné à une loi d'un économiste qui s'appelait Ricardo, économiste libéral, et qui dit qu'en fait, le salaire est fatalement réduit à ce qui est strictement nécessaire pour permettre à l'ouvrier de vivre et de se perpétuer. C'est la loi d'Hérin. Ricardo, donc théorie économiste libérale, donc le salaire réduit à ce qui est strictement nécessaire pour même permettre à l'ouvrier de vivre et quand même de se perpétuer, hein, c'est-à-dire voilà. Et donc, c'est ce que Souvarine dit, il est fixé par la loi d'Hérin à la plus petite somme indispensable, juste le nécessaire pour que les ouvriers mangent du pain sec et fabriquent des enfants. S'il tombe trop bas, les ouvriers crèvent et la demande de nouveaux hommes le fait remonter. Hein, c'est l'économie libérale, Ricardo, Smith et tout ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein, donc, si la demande augmente, bon, ben, ça fait monter les prix par rapport à une offre. On est encore aujourd'hui dans le débat là, est-ce qu'il faut relancer par l'offre, est-ce qu'il faut relancer par la demande, enfin, bon. Donc, ces grands économistes libéraux qui ont fondé la science économique au 18e, 19e.
Donc, si le salaire tombe trop bas, les ouvriers crèvent et la demande de nouveaux hommes le fait remonter. S'il monte trop haut, l'offre trop grande le fait baisser. C'est l'équilibre des ventres vides, la condamnation perpétuelle au bagne de la faim. La faim, F-A-I-M. Donc ça, c'est le discours de Souvarine. Quand il s'oubliait de la sorte abordant des sujets de socialistes instruits, Étienne et Rasseneur demeuraient inquiets, troublés par ces affirmations désolantes auxquelles il ne savait que répondre. « Entendez-vous, reprit-il avec son calme habituel, en les regardant, il faut tout détruire, ou la faim repoussera. Oui, l'anarchie, plus rien, la terre lavée par le sang, purifiée par l'incendie, on verra ensuite. » Et ça, c'est intéressant de voir ce positionnement. Il faut déjà détruire, et après, on verra. Donc, quitte à... C'est pour ça qu'il va tuer des hommes par son sabotage, sans aucun état d'âme. Là, ça paraît monstrueux, mais c'est... Il n'y a pas d'état d'âme, de toute façon, ce monde pourri, il faut le détruire jusqu'à la racine, et après, on verra. On verra ensuite. Alors... voilà pour ces courants qui apparaissent. Vous voyez, et ce qui est intéressant dans le génie de Zola, c'est qu'il y a des personnages qui vont incarner ces... Et évidemment, ils vont beaucoup discuter au café. Il y a un exemple de Souvarine qui existerait, quoi. Ah bah oui, bien sûr, aussi notamment, on l'a vu, tous ceux qui ont en fait quelque part fomenté la révolution d'octobre, tué le tsar, parce que, c'est bien ce courant-là. Oui. Il est patron, tout le monde, parce qu'il considère que les ouvriers sont complices des patrons, puisqu'ils font, en fait, ils perpétuent le système. C'est la terreur. Voilà. La doctrine est résumée, la destruction est aussi création, et qui a été repris dans l'art moderne. Le même slogan, la destruction est aussi création. Oui, mais bon là il y a plusieurs tendances là. Ouais. Oui, ça a été repris. Je me pétais au dos. Mais bon. Alors. La mine avait déjà inspiré plusieurs romanciers avant que Zola ne s'en empare. Hector Malot, qu'on connaît, dans Sans famille, évoque déjà une catastrophe minière. Et, oui. Et Yves Guyot, qui est un ami de Zola, qui avait écrit Scène de l'enfer social. Scène de l'enfer social, et qui présente aussi déjà la misère des mineurs et leur révolte. Donc, Zola imagine évidemment le parti qu'il pourrait lui-même tirer d'un roman sur ce pays noir. Parce que la mine va lui offrir un cadre romanesque et symbolique, on va le voir, évidemment à sa mesure. C'est pour ça qu'il y a des descriptions qui sont difficilement transposables au cinéma, des descriptions absolument fantasmagoriques, fantastiques de cette mine. Et donc là, il a trouvé vraiment un sujet formidable. Et ce décor va être tout à fait propice au fait qu'il va développer ces thèmes de prédilection. Alors, c'est son projet, et ce projet va se concrétiser à la suite de deux événements qui vont faire le déclenchement du roman. Sa rencontre avec Alfred Gillard, bon, c'est un personnage politique, et la grève des mineurs d'Anzin. Il va vraiment directement s'inspirer de ces mouvements de grève très durs qui font chaque fois des dizaines de morts, parce que la police intervient, tire sur les grévistes, et donc c'est vraiment des grèves sanglantes. Donc il rencontre en 1983 le député socialiste de Valenciennes, le prédécesseur de M. Borloo,
dont on parle bien aujourd'hui. Le député socialiste de Valenciennes, donc Alfred Giard, qui va lui raconter les problèmes de la région et qui va vraiment l'inciter à écrire un roman sur la mine. Et puis, peu après, en février 84, une grève très importante éclate à Anzin. Et donc, c'est là où il décide de situer son roman, là, dans le nord de la France. Alors, la méthode de travail de Zola, comment ? Savoir comment ça s'écrit Anzin, A-N-Z-I-N. Il y en a qui connaissent bien la région. Ouais. Et Giard, ça s'écrit Giard, G-I-A-R-D. Voilà. Donc, la méthode de travail de Zola, parce que c'est valable pour Germinal, c'est valable pour d'autres romans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va donc accumuler toute une documentation et qu'il va, pas publier, mais qu'il va laisser à la postérité. C'est pour ça qu'on y a accès à tous ces dossiers préparatoires. Donc, pour le Germinal, on a tout un dossier qui s'appelle le dossier Germinal. Donc vous imaginez des chemises, des pochettes entières. 962 feuillets constitués de notes de lecture, d'informations précises sur la mine. Ça on n'imagine pas en lisant le roman, parce que c'est fluide le roman. On n'imagine pas le travail, mais titanesque, que faisait Zola pour se documenter. Il lisait les journaux, il allait sur place, enfin, vraiment incroyable. Et donc, dans ce dossier Germinal figure également ce que Zola appelle l'ébauche. Alors ça, c'est aussi typique de Zola. L'ébauche, c'est-à-dire que jour après jour, c'est comme un journal, où jour après jour, il y définit ses intentions. Arrête le sujet, les péripéties de l'intrigue, note les épisodes auxquels ils sont. On participe en fait à la genèse du roman. Tous ces doutes, tous ces questionnements sur les personnages, on voit les personnages évoluer, changer en fonction de ce qu'ils construisent. C'est-à-dire le roman se construit sous nos yeux. Et c'est vraiment assez unique. Parce que même si d'autres auteurs... peut-être comme Stendhal ou Balzac, évidemment, aussi se documentaient beaucoup, ils n'offraient pas au public tout ce travail préparatoire qui est énorme. Et donc, on voit aussi tous ces doutes, il remet en question. Il y a parfois des chapitres qu'il écrit, puis qu'il détruit, enfin, qu'il garde, mais en disant, bon, j'ai évolué. Et donc, on peut définir cette méthode de travail de Zola par un double visage. Et ça, c'est vraiment original et tout à fait singulier. On a d'une part une recherche documentaire, donc un rôle documentaire, parce que c'est ce que veut aussi faire passer Zola dans son roman, c'est-à-dire qu'on se documente. Il y a plein de détails, de précisions techniques même sur la mine, parfois c'est même très technique, et sur l'évolution politique. Donc il veut éduquer quelque part le lecteur, d'où ce rôle vraiment documentaire, qu'on apprenne des choses. Et je trouve qu'un siècle et demi après, ça reste très, très intéressant. Donc, une abondante documentation, mais ces documents aussi, on voit comment il travaille son imaginaire. Puisqu'en fait, il y a tout un rôle aussi, et c'est l'autre face, donc on peut dire une face objective, entre guillemets, qui est la documentation, le contexte, et puis un rôle de mythologisation, puisque dans tous les romans de Zola, il y a la présence d'un mythe, ou même de plusieurs mythes, ou de personnages mythologiques. On l'avait vu avec la curée, où les personnages se faisaient représenter Phèdre, de Racine, enfin Narcisse, tout ça. Zola connaît parfaitement la mythologie grecque. Et on la retrouve dans ses romans. Donc, toute cette documentation, en fait, travaille dans son imaginaire, et il va la restituer
sous une forme fantasmée ou fantasmagorique ou mythologisée. C'est pour ça que, même si les mineurs ne sont pas conscients d'être la chair, pas à canon, mais la chair de la mine, hein, pour Zola, c'est toute la chair qui est donnée, et par obligation, au monstre du Minotaure. Mine, Minotaure, bon peut-être il va céder de cette homophonie, mais en tout cas, la mine, c'est le labyrinthe de Dédale, clairement. Et tous ces mineurs qui descendent sont offerts en pâture au monstre du Minotaure. Et donc la mine, c'est à la fois le labyrinthe dédalique et le Minotaure, le monstre du Minotaure. Comme les 7 jeunes gens et jeunes filles devaient être donnés chaque année en Crète au Minotaure pour payer un forfait préalable. Donc là, c'est pour ça que la description de la mine, elle est extraordinaire, parce que c'est une description, ça c'est pas facile à faire, c'est une description à la fois très précise, très technique, sur les poulies, les couloirs, enfin on a plein de détails, vraiment très concrets, et en même temps on est dans un monde imaginaire. Donc très réaliste, c'est vraiment le romanesque réaliste, et en même temps transfiguré par son imaginaire. Oui, symbolique, mythologique, symbolique. Quand j'étais jeune, j'étais communiste et donc j'avais été écouter des discours de Marchais. Et il avait dit de Zola que son œuvre, elle puait la littérature. Parce que c'était trop romancé. Zola, c'est le maître du roman naturaliste, c'est-à-dire qu'il va raconter les choses telles qu'elles sont, mais en même temps, c'est un romancier, et donc il va transformer, en fonction de son regard, évidemment, la réalité. Je pense que pour eux, le roman banalise le roman aussi. Mais oui, enfin, disons, ça c'est le génie du romancier, parce que franchement, il n'y aurait pas ce côté fantastique. Mais on se tire une balle à la tête en lisant ça. C'est-à-dire, c'est subtil, parce que c'est à la fois la misère, la souffrance, enfin c'est noir, et en même temps, il y a, et à la fin surtout, mais quand même, il y a cette espérance d'un autre monde, d'une nouvelle humanité, et surtout la grandeur de ces gens. Parce que la grandeur, oui, comme je disais, ces lignées de mineurs, peut-être qu'on leur aurait proposé un autre type de travail, ils auraient refusé, parce que pour eux, c'était beau de faire quelque part ce et c'est le côté héroïque, c'est-à-dire ces gens, c'est des esclaves et c'est des héros en même temps. Mais la lutte devait souder énormément aussi non, plus ou moins, parce qu'en fait Zola va montrer aussi toutes les mesquineries, les petitesses, enfin la misère morale. Parce qu'on a une misère économique, ces gens ne mangent pas à leur faim, revenir, mais il y a aussi une misère sexuelle, et ça, Zola le montre bien. C'est pour ça qu'on lui a reproché de faire un roman anti-peuple, parce que, c'est un peu comme des bêtes, voilà, donc... C'est les femmes qui dégustaient, Oui, oui, tous. De toute façon, il fallait faire des enfants. Donc les enfants mouraient en bas âge, mais c'est surtout, on voyait dans l'enfant aussi celui qui allait pouvoir rapporter un peu de sous à la mine. C'est une idée qui est con encore, parce que le film qui vient de sortir avec Carrefour en guerre, c'est quand même aussi
entre autres basé là-dessus, hein, c'est-à-dire la fierté de l'ouvrier, de l'homme qui est dans l'entreprise, qui travaille même moins. Disons, oui, cette fierté, il ne peut pas travailler. bien sûr. Ce qu'on sent, c'est la fierté du métier. Oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment là une corporation, hein, les mineurs. Et c'est intéressant parce que on est en pleine problématique aujourd'hui sur le statut des cheminots. Enfin, il y a beaucoup de passion dans tout ça. Et ça peut faire réfléchir parce qu'il y a aussi cette fierté, cette grandeur d'un service public, d'être dans un métier peut-être difficile, mais ça n'a rien à voir avec la mine, mais où il y a cette grandeur du métier et du travail bien fait. Il l'avait fait dans la lettre humaine. Oui. Ça, c'est quelque chose qui lui... Voilà. Donc, il lit... Alors, en plus donc des livres, des journaux qu'il lit assidûment, il consulte la Gazette des tribunaux, Zola. La Gazette des tribunaux, bon, je ne sais pas si ça existe encore, mais sûrement, hein, une gazette, où se trouvent publiés les comptes rendus d'audience des procès intentés aux responsables syndicaux. Donc là, il va prendre beaucoup d'informations sur ce qu'on reproche aux responsables syndicaux, enfin aux procès, tout ça. Et puis, dernier élément, il enquête sur le terrain, c'est-à-dire c'est pas simplement de la documentation en chambre, hein, mais il va sur le terrain. Et là, comme il y a eu cette grève qui s'est déclenchée à Anzin, il est allé sur place. Il s'est fait expliquer, il est descendu dans la mine, il s'est fait expliquer les galeries, les puits, il va visiter les corons. Donc, hein, ces habitations toutes identiques des mineurs. Et donc, il va s'imprégner de ce qu'il voit, il emmagasine tous ses ressentis, et c'est ça qui va ressortir aussi dans le roman. Une très grande précision, comme je disais, technique, mais aussi toute cette ambiance de misère qu'il va retranscrire. Et ça, c'est mes notes sur Anzin. C'est-à-dire, il va à Anzin. Bon, il n'y reste pas non plus des mois et des mois, hein, mais quelques jours. Et il va donc avoir ce gros dossier, mes notes sur Anzin. Donc, alors évidemment, il va faire un choix dans toute cette documentation de ce qui va servir son roman. Hein. Donc, il ne prend pas tout, il fait un choix. Et c'est en cela que cette objectivité documentaire va quand même se teinter d'une certaine subjectivité, puisqu'il y a des choses qui l'intéressent plus que d'autres, hein, des scènes qu'il va choisir, et il va transcrire cette réalité à travers, évidemment, son filtre de militant, politique et social. Alors, donc on dit qu'il adapte les informations recueillies. Alors je vous dis ça parce qu'il va avoir aussi un certain nombre de critiques en disant oh mais il y a des inexactitudes dans son roman, il y a des anachronismes, hein, ceux qui vont chercher la petite bête. Alors par exemple, effectivement, c'est vrai qu'il situe son roman en 66 en fait. Son roman, il l'écrit plus tard, mais il le situe en 66-67. Et il va utiliser des études postérieures, hein, à 1870, donc on va le lui reprocher. Et on va aussi lui reprocher le fait que ces courants socialistes dont je viens de parler n'étaient pas aussi développés à l'époque où il situe le roman, c'est-à-dire qu'il utilise des éléments plus tardifs. Hein. L'Internationale vient juste de se créer, donc c'est sûr qu'elle n'a pas ces milliers d'adhérents qu'il prétend. Donc ça, il faut le savoir. Pour l'historien pur et dur, hein, il y a un certain nombre d'anachronismes ou d'inexactitudes. Bon, ou même le personnage de Souvarine, qui est complètement anachronique au niveau des dates. Puisque en 66, les attentats n'ont pas encore été faits, donc il ne faut pas être exilé. Bon, voilà. Alors, si vous êtes à cheval sur tous ces éléments historiques, il faut savoir qu'il prend une certaine liberté au profit de la dramaturgie et de ce qui l'intéresse de sélectionner pour le message qu'il veut faire passer, puisqu'il veut créer un effet dramatique. Et
on peut dire que dans Germinal, c'est quand même bien réussi. Bien réussi. Alors, quelques thèmes qui sont les thèmes récurrents de chez Zola, hein, ce maître du récit romanesque. On a trois grands axes. On a les thèmes de la nature, tout ce qui est lié à la nature, et là aussi, il va transfigurer cette nature. En montrant le côté symbolique. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez dans La Curée, où il décrivait ces grandes artères, hein, du baron Haussmann, qui défigurait Paris. Enfin, aujourd'hui, on trouve ça magnifique, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et il va décrire ces artères comme des grandes cicatrices, comme des plaies sanguinolentes, enfin, hein, comme si, voilà, Paris, c'est une grande... un grand être humain, hein, qui est donc blessé, hein, et le terme de la curée, hein, c'est toutes les entrailles en fait, hein, de la bête morte qu'on se déchire. Donc là, c'était extrêmement puissant. Et dans Germinal, là, c'est pareil, on a ce monde de la mine, c'est-à-dire vraiment les entrailles de la terre. Hein. Donc, il va y avoir ce côté toujours ambivalent de la nature, qui peut être la nature généreuse, nourricière, hein, qui va donner par exemple tout ce charbon, et en même temps la mine qui tue. C'est une nature toujours ambivalente. Hein. C'est un peu comme chez Giono, hein, dans un tout autre... On n'a jamais une nature totalement généreuse, belle, accueillante. La nature, si on ne se la concilie pas, elle peut être destructrice. Toujours ce double aspect. Chez Zola, on a ça. Donc, ce monde de la mine, ce monde souterrain, hein, c'est un monde donc vraiment chthonien, noir, hein, où il y a quelques lumières par-ci par-là, il va vraiment lui donner une ampleur tout à fait extraordinaire. C'est ça que je voudrais montrer, c'est-à-dire que c'est une description, voilà, dans le bon sens du terme. Hein, alors, le tout début, on a un petit aperçu de cela. Puisque le roman commence par donc l'arrivée de cet homme, Étienne, dans la région. Dans la plaine rase, c'est tout le tout début, hein, dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou, 10 kilomètres de pavés coupant tout droit à travers les champs de betteraves. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de mars, des rafales larges comme sur une mer, glacées d'avoir balayé des lieues de marais et de terre nue. Aucune ombre d'arbre ne tachait le ciel, le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée, au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres. Ça commence comme ça. Donc, on est dans l'ambiance. Alors, depuis 1 heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche, à 2 kilomètres de Montsou, donc c'est une création, hein, c'est une fiction littéraire, sous le mont, hein, Montsou, c'est le nom de la mine, il aperçut des feux rouges, 3 brasiers brûlant au plein air et comme suspendus. D'abord il hésita, pris de crainte, puis il ne put résister au besoin douloureux de se chauffer un instant les mains. Un chemin creux s'enfonçait, tout disparut. L'homme avait à sa droite une palissade, quelques murs de grosses planches fermant une voie ferrée, tandis qu'un talus d'herbe s'élevait à gauche, surmonté de pignons confus, d'une vision de village aux toitures basses et uniformes. Il fit environ 200 pas. Brusquement, à un coude du chemin, les feux reparurent près de lui, sans qu'il comprît davantage comment ils brûlaient si haut dans le ciel mort, pareil à des lunes fumeuses. Mais au ras du sol, un autre spectacle venait de l'arrêter.
C'était une masse lourde, un tas écrasé de constructions d'où se dressait la silhouette d'une cheminée d'usine. De rares lueurs sortaient des fenêtres encrassées, 5 ou 6 lanternes tristes étaient pendues dehors, à des charpentes dont les bois noircis alignaient vaguement des profils de tréteaux gigantesques. Et de cette apparition fantastique, noyée de nuit et de fumée, une seule voix montait, la respiration grosse et longue d'un échappement de vapeur qu'on ne voyait point. Alors, l'homme reconnut une fosse, c'est-à-dire une mine, un puits. Hein, voilà. Donc, simplement pour vous montrer comment cette avancée de cet homme seul dont on ne sait rien, qui découvre ce lieu qui est quand même assez sombre, hein, assez sinistre, et c'est à mettre en relation avec la dernière page du roman, où ce même homme, 1 an plus tard, repart vers la ville, hein, après cette année d'expérience forte, c'est le moins qu'on puisse dire, mais cette fois, sous le soleil, l'espérance au cœur. Alors qu'il n'y a que des drames, hein, qui se passent pendant tout le roman, mais une histoire d'amour en plus terrifiante, mais, et ça c'est incroyable, l'espérance, je vous le lirai tout à l'heure, parce qu'il faut laisser un peu de suspense. Alors, thème de la nature, donc une nature totalement magnifiée, mythologisée, fantasmée. Thème du corps, le corps. Dans tous les romans, Zola cherche à représenter tous les appétits, hein, toutes les frustrations, tous les interdits. Et donc là, il va montrer, entre autres, cette vie affective, cette vie sexuelle, en fait, des mineurs, la violence de leurs relations, et aussi... il va nous décrire ce qui était probablement la réalité, hein, des corps d'enfants infirmes, bossus, enfin, toutes les anomalies, hein, physiques qu'on va aussi trouver dans ce monde populaire. Hein. Donc, le corps est très, très, très présent. Et troisième grande thématique, et là en germinal évidemment, le peuple, les images du peuple. Et là, Zola va employer beaucoup de métaphores pour montrer, pour associer ces masses populaires, hein, on commence à utiliser cette expression, comme des torrents, hein, des images de torrents, de mers, de meutes, de troupeaux aussi parfois. Hein, quand ils vont à la mine, hein, à 3 heures du matin, à peine réveillés, n'ayant un quignon de pain simplement dans le ventre, il les compare à des troupeaux de bêtes qu'on amène à l'abattoir. Hein. Mais il y a donc cette métaphore qui revient très souvent de ce peuple qui est en marche, sans jeu de mots particulier, donc un torrent, une mer, une force, une puissance semblable à la puissance naturelle. C'est pour ça que ça sera inexorable, ce mouvement populaire ouvrier de révolte, parce que ça s'inspire de la nature. Et c'est comme je sais pas moi, une coulée de lave, hein, un torrent, une mer déchaînée, rien, ou un incendie, rien ne peut l'arrêter. C'est pour ça qu'il y a cette idée d'une inexorabilité de la victoire des peuples. Et donc on a beaucoup d'analogies comme ça. Et en même temps, chaque mineur est semblable à une graine, d'où le nom de germinal, qui va devoir un jour germer, hein, donc donner naissance à de nouvelles forces. Alors, là, j'avais sélectionné un petit passage sur...
Bon, aussi les riches qui gouvernent avaient-ils beau jeu de s'entendre, de le vendre et de l'acheter pour lui manger la chair. Ils ne s'en doutaient même pas. Ça, il parle du mineur. Mais à présent, le mineur s'éveillait au fond, germait dans la terre ainsi qu'une vraie graine. Le mineur germait dans la terre ainsi qu'une vraie graine. Et l'on verrait un matin ce qu'il pousserait au beau milieu des champs. Oui, il pousserait des hommes, une armée d'hommes qui rétablirait la justice. Est-ce que tous les citoyens n'étaient pas égaux depuis la Révolution, puisqu'on votait ensemble? Est-ce que l'ouvrier devait rester l'esclave du patron qui le payait? Les grandes compagnies, avec leurs machines, écrasaient tout, et l'on n'avait même plus contre elles les garanties de l'ancien temps, lorsque les gens du même métier, réunis en corps, savaient se défendre. Il y a aussi un peu cette nostalgie de l'ancien temps, où il y avait des corporations qui défendaient leurs intérêts, hein, les guildes, alors que là, l'ouvrier est quelqu'un de totalement seul, anonyme. Hein. C'était pour ça, nom de Dieu, et pour d'autres choses, que tout pèterait un jour grâce à l'instruction. Étienne Lantier est quelqu'un qui se rend compte à un moment donné qu'il est très ignorant. On ne lui a rien appris au niveau politique, social, et il va profiter de cette année passée là pour lire, pour s'instruire. L'instruction. On n'avait qu'à voir dans le coron même. Les grands-pères n'auraient pu signer leur nom. Les pères le signaient déjà, et quant au fils, il lisait et écrivait comme des professeurs. Bon. Ah, ça poussait petit à petit, une rude moisson d'hommes qui mûrissait au soleil. Vous voyez, toutes ces images de la graine qui mûrit, qui germe, et qui va donc donner une nouvelle pousse. Du moment qu'on n'était plus collés chacun à sa place pour l'existence entière et qu'on pouvait avoir l'ambition de prendre la place du voisin, pourquoi donc n'aurait-on pas joué des points en tâchant d'être le plus fort? Bon. Là, j'avais sélectionné ce passage pour l'image vraiment de la germination de la graine. Donc, ce qui va vraiment motiver Zola dans ce roman, c'est qu'il souhaite conduire, le dit lui-même, ses lecteurs au sursaut nécessaire pour qu'advienne un avenir moins sombre. C'est-à-dire, c'est un avertissement au patron, clair. C'est-à-dire, non, bon, de toute façon, si vous ne lâchez pas du lest, enfin si vous réagissez pas, de toute façon vous allez être écrasé. Et c'est un avertissement à tout le monde, à toute la société, pour faire ce sursaut nécessaire pour qu'advienne un avenir moins sombre. Et c'est donc vraiment l'espérance qui je vais vous le lire tout de suite, parce que bon, il n'y a pas dans un suspense quand même délirant. La fin, c'est-à-dire, là je vous ai lu la première page, et je vais vous lire la dernière. Rapidement, parce qu'il y a vraiment un pendant, puisque, bon, après toutes des péripéties qu'on verra tout à l'heure, Étienne décide de partir. Donc il reprend, mais cette fois sous le soleil, la même route. Et il va vers Paris. Dehors, Étienne suivit un moment la route, absorbé. Toutes sortes d'idées bourdonnaient en lui. Mais il eut une sensation de plein air, de ciel libre, et il respira largement. Le soleil paraissait à l'horizon glorieux. C'était un réveil d'allégresse dans la campagne entière. Oui, c'est ça qui est le génie. Rien n'a changé. Mais en fait, tout a changé. Tout a changé. Un flot d'or roulait de l'Orient à l'Occident sur la plaine immense. Cette chaleur de vie gagnait, s'étendait en un frisson de jeunesse où vibraient les soupirs de la terre, le chant des oiseaux, tous les murmures des eaux et des bois. Il faisait bon vivre, le vieux monde voulait vivre un printemps encore. C'est fou, hein ?
Et pénétré de cet espoir, Étienne ralentit sa marche, les yeux perdus dans cette gaieté de la nouvelle saison. Il songeait à lui, il se sentait fort, mûri par sa dure expérience au fond de la mine. Voilà. Donc tout d'un coup, on a le pourquoi de cette expérience terrifiante au fond de la mine, qui a duré 1 an. C'est pour faire naître l'espoir. Non, parce que lui, il repart à Paris pour former un collectif politique, un type de vraiment syndicat, parce qu'il croit vraiment à ce renouveau. Ça, c'est Zola, voilà, vraiment. Et la fin. À gauche, à droite, plus loin, il croyait en reconnaître d'autres, sous les blés, les haies vives, les jeunes arbres. Maintenant, en plein ciel, le soleil d'avril rayonnait dans sa gloire, échauffant la terre qui enfantait. Du flanc nourricier jaillissait la vie, les bourgeons crevaient en feuilles vertes, les champs tressaillaient de la poussée des herbes. De toutes parts, des graines se gonflaient, s'allongeaient, gerçaient la plaine, travaillaient d'un besoin de chaleur et de lumière. Un débordement de sève coulait avec des voix chuchotantes, le bruit des germes s'épandait en un grand baiser. Encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les camarades tapaient. Aux rayons enflammés de l'astre par cette matinée de jeunesse, c'était de cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient une armée noire, vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur et dont la germination allait bientôt faire éclater la terre. C'est la fin du roman. Vous voyez, ce balancier, c'est absolument extraordinaire. Alors, voilà, ça semble... dire, bah oui, c'est une belle fin. En fait, tout ça est extrêmement construit, quoi. Très, très, très construit. Donc, voilà. Vous avez le début et la fin qui donnent vraiment la signification du germinal. Germinal. C'est beau, hein? C'est magnifiquement écrit. Ça, c'est magnifiquement écrit. C'est pour ça que, même si on a vu le film, ou un des films, parce qu'il y en a plusieurs, c'est intéressant pour l'intrigue. Mais pour le style, c'est tout à fait... c'est poétique, voilà. Et donc, voilà, cette lutte ouvrière, elle est totalement magnifiée, transfigurée par cet espoir de la germination. Donc, vous voyez, cette chair pas à canon, mais cette chair à mine, hein, c'est la graine qui donne l'espoir. Le sacrifice n'est pas vain. Le sacrifice n'est pas vain. Le sacrifice n'est pas vain. On peut l'interpréter vraiment de multiples manières. Bon, on va faire une petite pause. En quelques mots, le résumé de l'intrigue. Mais, voilà, c'est un peu sec, mais vu justement tout le style romanesque. Mais bon. Donc, il faut quand même savoir ce qui se passe. Le résumé, de quoi ça parle? L'histoire, l'intrigue. Je reformule. Donc, le fameux Étienne Lantier. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier film avec Renaud, Depardieu. Voilà. Donc, c'est Renaud. Hein. Étienne Lantier, qui n'est pas mineur, qui est mécanicien. Mais là, il y a vraiment un problème majeur. Majeur. Que nous allons passer d'abord. Alors, j'en garde un. Voilà. Ah oui, il y en a encore. Voilà. Merci, Nicole. Donc, cet Étienne Lantier, il s'est fait renvoyer. De son travail de mécanicien. Pourquoi ? Parce qu'il a giflé son patron. Voilà. Donc,
il est renvoyé, il se retrouve donc au chômage et il va partir donc dans le nord de la France à la recherche. On stoppe parce que sinon c'est très perturbant. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. Donc, il part dans le nord à la recherche d'un nouvel emploi et il se fait embaucher donc aux mines de Montsou. Et au fond de la mine, à plus de 500 mètres de profondeur, puisque je crois qu'ils vont jusqu'à 554 mètres, il va découvrir l'enfer du travail de mineur. Alors, à la suite d'une inspection, son équipe est mise à l'amende pour avoir négligé ce qu'on appelait les boisages, c'est-à-dire tout le travail de sécurisation des boyaux avec des bois, avec des sortes d'étais. Et on leur reproche que, comme ils sont payés au rendement, son équipe sacrifie la sécurité au profit du nombre de berlines remplies de charbon qui remontent à la surface. Et donc, la compagnie des mines, donc qui est la société qui gère la mine, menace de réduire le prix de la berline et de compter à part le travail du boisage pour qu'ils puissent faire un travail de qualité, mais évidemment, le prix à payer, c'est que le salaire diminue, qu'on les paye moins, alors qu'on les payait déjà très peu. Et donc, remontés au grand jour, les mineurs ruminent leur révolte au fameux bistrot de Rasseneur, où s'installe Étienne. Et Étienne va convaincre celui qui est devenu son ami, Maheu, puisqu'on a toute la description d'une famille, Maheu, Toussaint Maheu, qui était joué par Depardieu dans le film, avec sa femme, la Maheude, puisqu'on disait là, et puis le nom du mari, la Maheude, et puis les 7 enfants, dont certains sont encore en bas âge. Donc ils deviennent amis, et donc il convainc son ami Maheude de créer à Montsou une caisse de prévoyance pour venir en aide aux mineurs en cas de difficulté. Et donc c'est Étienne et Maheu qui s'occupent de monter cette caisse de prévoyance. Et lorsque la compagnie baisse effectivement les salaires, puisqu'elle l'avait menacé, mais elle met sa menace à exécution, les mineurs se mettent en grève. L'argent de la caisse de prévoyance est vite épuisé, et l'épicier, parce qu'il y a aussi un épicier, qui fait crédit en général, mais là, il ne fait plus crédit. Les mineurs tiennent bon et ils sont galvanisés par les discours d'Étienne, donc ils commencent à s'instruire sur tout le côté politique, social, et ils décident d'occuper les puits. Donc ce n'est pas simplement grève, mais ils occupent carrément les puits. Et la compagnie des mines donc adopte une position très dure, refuse toute négociation, et les mineurs vont tenir bon, et ils deviennent totalement affamés par des semaines de lutte, et ils durcissent le mouvement. La compagnie des mines fait appel à un moment donné à des mineurs belges, qui sont un peu des casseurs de grève, pour que le travail de la mine continue, puisque une mine qui n'est pas exploitée, c'est terrible après pour la faire repartir. Donc il y a des mineurs belges qui arrivent, et évidemment les mineurs ne voient pas ça d'un bon œil, donc il y a une révolte, et l'armée est appelée, et les soldats rétablissent l'ordre, mais la grève continue, et puis il y a un jour un mouvement de rébellion, et des mineurs avec femmes et enfants défient les soldats, qui se mettent à tirer sur eux. Et c'est là que le fameux Toussaint Maheu est visé, parce que c'était un peu lui le meneur, est tué en premier, mais il y a aussi d'autres qui sont tués. Et ça, c'est cette fusillade, vraiment, il y a plusieurs exemples dont s'est inspiré Zola, c'est réel, avec chaque fois des dizaines de morts, des femmes, des enfants, enfin, voilà. Donc une opposition extrêmement brutale entre les grévistes et les soldats qui sont envoyés pour mater la révolte.
Donc là, c'est l'événement qui fait que les mineurs reprennent le travail. Donc ils arrêtent la grève, ils dégagent les puits, ils reprennent le travail et ils maudissent Étienne, auquel ils attribuent leur malheur. C'est-à-dire qu'il devient l'ennemi qui les a amenés à ce point de non-retour. Et c'est alors que, là on s'achemine vers la fin du roman, le fameux anarchiste Souvarine voit que de toute façon ils arriveront à rien, que ce sont des moutons, troupeaux qui repart à la mine, et c'est là où il sabote, il s'introduit dans la mine, il sabote un système. Et lorsque Étienne et d'autres personnages, je ne vais pas parler, mais il y a Catherine Maheu, la fille dont il est amoureux, mais qui est prise par un autre mineur qui s'appelle Chaval. Ils se retrouvent tous les trois. Alors là, c'est un côté un peu plus, un autre aspect du roman. Étienne, Catherine et Chaval se retrouvent prisonniers, donc dans une mine qui leur tombe dessus, quoi. Et il y a une scène tout à fait là, vraiment mélodramatique où Étienne tue celui qui est son rival, le fameux Chaval, qui est un être assez brutal, qui tenait Catherine sous sa domination. Il le tue, et enfin, ce qui peut tout à fait passer pour un accident, hein. Donc là il n'y a pas de problème. Et alors là c'est un petit peu mélodramatique, il s'unit pour la première et dernière fois à Catherine qui meurt dans ses bras, mais lui, Étienne, est sauvé. Il tient quand même 15 jours sans nourriture, en buvant l'eau totalement polluée. Donc on le ressort vivant de cet enfer, et c'est alors donc qu'il va repartir un an après, ce qu'on a lu, par la même route, et il va consacrer ses efforts à l'organisation syndicale et politique des ouvriers, puisque donc il ne perd pas cet espoir, comme on l'a vu, d'améliorer leurs conditions et de vaincre l'injustice qui leur est faite. Bon, voilà, très 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 grand trait. L'intrigue, bon, évidemment, c'est un peu sec, mais voilà un petit peu l'histoire. Alors, deux choses en guise d'interprétation, j'en ai déjà un petit peu parlé, le recours au mythe. Donc, vous avez plusieurs passages où cette mine est donc comparée au Minotaure. La mine, c'est aussi le labyrinthe, comme je disais, mais aussi le Minotaure, dévoreuse de chair humaine. D'emblée, la fosse dresse sa cheminée comme une corne menaçante, semble avoir un air mauvais de bête goulue, accroupie là pour manger le monde. Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses. Déjà à l'époque, le grand capital, le capital, est associé au Minotaure. Ce n'est pas totalement original comme analogie. Zola l'amplifie, mais c'est une image souvent utilisée pour montrer le fait que les êtres soient totalement dévorés et que c'est inexorable, qu'il faut donner cette chair à manger. Alors, on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire est-ce que Étienne est un nouveau Thésée, parce qu'il y a quand même cette histoire d'amour avec Catherine qui termine de manière terrible, un petit peu comme dans la mythologie avec Ariane. Donc, on peut aussi aller dans cette voie-là. C'est possible, parce que là, je vous en ai pas parlé, mais il y a évidemment, dès qu'il voit Catherine, il en tombe amoureux, mais Catherine, c'est une très jeune femme, elle est partie de la maison, sous la protection de Chaval, et qui est une brute épaisse, et donc il y a tous les conflits, parce que la fille est partie
Donc ça veut dire que c'est aussi de l'argent en moins qui rentre à la maison. Donc on voit cette exploitation des enfants. C'est-à-dire il faut des enfants parce que c'est eux qui... et à la fin, c'est terrible parce qu'on voit la Maheude qui retourne, qui redescend, et dans l'espoir que ces petits qui ont 7 et 8 ans, dont une infirme qui est morte entre-temps, vont le plus tôt possible descendre à la mine pour rapporter de l'argent. Après, il va y avoir une loi qui interdira le travail des femmes dans la mine. Mais à l'époque, Zola décrit, les femmes descendaient dans la mine. Et les enfants aussi, bien sûr. Oui, mais c'était interdit quand pour les enfants? Oh, je ne sais pas. Ça a duré. Je sais pas. Mais ça, c'est beaucoup plus tardif, à mon avis. Je sais que oui, moi j'ai des grands-pères, oui, la génération de grands-pères qui connaissaient bien cette région de Denain. Et je crois que les enfants, encore au début du siècle, à 8-10 ans, ils y allaient. Oui. Bon, ils n'avaient peut-être pas le même rythme, mais bon. Donc voilà, il y a plein d'autres personnages. Alors, quelques lignes là-dessus. Voyez, aucune aube ne blanchissait dans le ciel mort. Les hauts fourneaux seuls flambaient, ainsi que les fours à coque, ensanglantant les ténèbres sans en éclairer l'inconnu. Et le Voreux, c'est le nom, c'est un peu la personnification de la fosse. Vous voyez, Voreux, qui dévore, le Voreux. C'est puissant. Le Voreux, au fond de son trou, avec son tassement de bêtes méchantes, s'écrasait davantage, respirait d'une haleine plus grosse et plus longue, l'air gêné par sa digestion pénible de chair humaine. Il y a vraiment... elle est vivante, cette mine. C'est une ogresse, vraiment. Un ordre partait du porte-voix, un beuglement sourd et indistinct, pendant qu'on tirait 4 fois la corde du signal d'en bas, sonnant à la viande. La viande. Les gens sont traités comme la viande. Pour prévenir de ce chargement de chair humaine. Puis, après un léger sursaut, la cage plongeait silencieuse, tombait comme une pierre, ne laissait derrière elle que la fuite vibrante du câble. Donc, il y a plusieurs passages où il y a ces expressions. C'était enfin les veines peu à peu emplies, les tailles en activité, à chaque étage, au bout de chaque voie. Le puits dévorateur avait avalé sa ration quotidienne d'hommes, près de 700 ouvriers qui besognaient à cette heure dans cette fourmilière géante, trouant la terre de toutes parts, la criblant ainsi qu'un vieux bois piqué des vers. Et au milieu du silence lourd, de l'écrasement des couches profondes, on aurait pu, l'oreille collée à la roche, entendre le branle de ces insectes humains en marche, depuis le vol du câble qui montait et descendait la cage d'extraction, jusqu'à la morsure des outils entamant la houille au fond des chantiers d'abattage. Bon, il y a d'autres passages où aussi il décrit le fait qu'on travaille toujours plié en deux, on rampe tellement, c'est étrange, sans parler des risques, des grisous, des explosions, etc. C'est-à-dire que toujours quand on descend, on ne sait jamais si on remontera. Ça, c'est clair. Et c'est vrai qu'on peut aussi se rappeler qu'encore aujourd'hui, cela existe, y compris avec des enfants. D'autres éléments mythologiques intéressants à souligner, les femmes. On a parfois des descriptions de femmes qui errent, qui vagabondent à travers ces plaines et ces terrils, et qui sont très imprégnées d'un type de personnage que Zola affectionnait. Dans la mythologie grecque, sont les Érinies, c'est-à-dire ces sortes de furies, ce que va donner les furies romaines, ces personnages féminins dionysiaques, qui viennent souvent des enfers, du monde souterrain, des personnalités un peu vengeresses. Et il y a un épisode qui est très fort, puisqu'on dit que ces Érinies sont nées du sperme d'Ouranos.
lors de la castration d'Uranos. Donc c'est un épisode quand même sanglant de la mythologie grecque. Et il y a un épisode qu'on voit dans le film d'ailleurs, où l'épicier, le fameux épicier, le jour où il dit qu'il ne fait plus crédit, il est tué, enfin c'est les femmes qui le pourchassent, parce que c'est elles qui gèrent quand même les ménages, la trésorerie des ménages. Et il s'enfuit par le toit, il finit par tomber, il se tue en tombant du toit, et là, elle l'émascule. Carrément. Donc là, c'est vraiment une référence au bacchanal, enfin, à ce côté dionysiaque, de furie quoi, des femmes qui sont dans le désespoir total et qui se révoltent de cette manière. Il faut dire qu'il les a plus ou moins violés quand même. Comment ? Il faut dire qu'il les a plus ou moins violés. Oui, c'est de la vengeance, c'est le... Oui, c'était... c'est-à-dire, voilà, ils vendaient... voilà, on pouvait avoir un peu de pain, voilà, payé en nature, voilà, pour dire élégamment les choses. Érini, ça s'écrit E-R-I-N-Y-E-S, c'est très important, hein, dans les tragédies grecques, quand on voit arriver les Érini, il faut plutôt s'en aller. Bon, il y a d'autres représentations, là plutôt dans l'ordre judéo-chrétien. Donc, la mythologie grecque, elle est très présente, mais aussi l'imaginaire judéo-chrétien. Il parle de Sodome, des entrailles de la terre. La Sodome des entrailles de la terre est parcourue de lueurs errantes, où les mineurs croient reconnaître les âmes criminelles en train de grésiller dans la braise intérieure. Donc cette mine, c'est aussi vraiment l'enfer. Le noir, le rouge, et où on paye, on subit les châtiments à hauteur des conséquences des actes commis. Donc c'est là où agonisent, dit-il, les damnés de la terre. Donc là, il y a aussi cette vision religieuse, vous voyez, qui est extrêmement présente. Donc, bon, on se demande pourquoi sont-ils les damnés de la terre, qu'ont-ils commis pour être ces damnés de la terre. Et il dit, mais l'apocalypse est proche. Vous voyez, ça c'est intéressant, il y a une relation entre cette germination des graines, une espérance d'un monde nouveau, d'une humanité nouvelle et meilleure, mais avec cette référence à l'apocalypse. Et là, on voit Étienne qui, à un moment donné, prêche les évangiles, il utilise les textes des évangiles, les évangiles du travail, dans la forêt de Vandame pour galvaniser les mineurs et les inciter à se révolter. Et il se présente comme un nouvel apôtre, et Zola même écrit « tel un Christ en gloire, blanc de lumière sous la lune ». Donc il est une personnification du Christ. Et évidemment, un peu l'antéchrist ou l'ange exterminateur sera Souvarine. Un peu son contraire, qui lui est le dieu de colère, qui symbolise le dieu de colère qui sabote et détruit la mine. On a aussi d'autres expressions intéressantes. Un des fils Maheu porte le nom de Zacharie, qui est quand même le prophète de la libération des captifs, et les chevaux de la mine s'appellent trompette et bataille. Donc là aussi, c'est une référence directe à la Bible. Donc on a la mythologie grecque et puis les sources chrétiennes. Alors, ça c'est pour le côté imaginaire, mythique, mythologisation, disons, de la mine. On a des éléments très intéressants, plus politiques. Et ce qui me semble vraiment intéressant dans le roman, c'est qu'il décrit deux types de capitalistes, deux types d'exploitants, ce qu'il va appeler le petit et le grand capital.
le grand capital et le petit capital. Puisqu'on a, et donc ça il le symbolise dans le roman, on a la compagnie de Montsou, la compagnie des mines de Montsou. Ça, c'est le grand capital. Avec des actionnaires anonymes qu'on ne connaît pas, et donc aucun état d'âme, hein, c'est la recherche du profit, du rendement maximum, et cette loi des reins, hein, dont parlait tout à l'heure. Donc, on fixe les salaires simplement pour la reproduction de la force de travail. Ça, c'est le grand capital. Mais on a aussi des descriptions sur le petit capital. Qu'est-ce que c'est ce petit capital? C'est un peu ce qu'on verrait aujourd'hui, bien que vraiment les choses aient beaucoup changé, le contexte a changé, mais avec les multinationales, vous voyez, donc là, avec des capitalistes, des actionnaires qu'on ne connaît pas, mais qui réclament leur dû. Et puis tout ce monde des PME, des petites entreprises, des TPE, où on a à la tête des patrons, hein, mais qui donnent beaucoup, et d'eux-mêmes, et de leur fortune, pour faire marcher leur entreprise. Et qui prennent le risque sur leurs biens propres. On sait aujourd'hui encore, quand on a une SARL, les risques qu'on peut prendre. Bon, donc, on a la description de ces deux capitaux qui vont s'affronter. Et le petit capital est représenté par une entreprise c'est une entreprise possédée par un certain Denelin, qui est un petit patron, qui a choisi de relancer l'extraction dans un autre puits, mais au prix d'efforts personnels conséquents. Et ce qui est intéressant, c'est que cette petite entreprise est dirigée par un certain Hennebeau, Philippe Hennebeau, qui est largement décrit dans le roman, et sa famille aussi. Et ce n'est pas du tout un patron inhumain, autocrate, agressif, comme peuvent l'être les patrons des autres grandes compagnies. Il est plutôt, là on disait, plutôt paternaliste. C'est-à-dire, c'est du genre, la femme, la fille distribue des vêtements, donne quelques vêtements, donne un bout de brioche à ses pauvres enfants qui meurent de faim. Donc c'est un peu la charité chrétienne, mais c'est aussi, comme il le dit Philippe Hennebeau à un moment, je fais ce que je peux, quoi. C'est-à-dire, j'exploite, mais parce que quelque part, moi aussi, je suis entre le marteau et l'enclume, je ne peux pas faire autrement, donc je ne peux pas grand-chose pour vous. Donc là, c'est intéressant de voir la description de toute cette famille, avec la femme, avec la fille qui se fera finalement tuer, étranglée par le vieux Maheu. Enfin bon, vous avez des relations comme ça entre les familles tout à fait extraordinaires. Et donc, ce que veut montrer Zola, c'est ce que j'ai lu dans les interprétations du roman, c'est que ce qu'il veut montrer, c'est que les hommes sont en fait, même au plus haut niveau, des victimes de ces forces économiques qui ont été mises en branle et qui les dépassent. C'est-à-dire que même le grand patron de Denelin ou Hennebeau sont des rouages dans une machine qui les dépasse complètement. Et ce qu'il veut montrer, c'est cette puissance des forces économiques qui ont été mises en jeu et qui sont devenues folles quelque part. Qui sont devenues folles. Et que plus personne ne peut maîtriser. C'est assez contradictoire aussi avec quand même la fin d'Espérance. Mais c'est un peu ça, ces forces économiques, ces puissances, comme avec le lien avec les forces naturelles, qui ont été créées par l'homme, mais qui fait qu'en fait tout le monde est bourreau, victime, esclave de cet état de fait.
Hennebeau, est-ce que Hennebeau. c'est la personnification de la bourgeoisie qui est Oui. complice du grand capital, qui n'est pas dans le grand capital, mais qui est complice et qui en profite? On peut faire cette lecture-là avec des bons sentiments, avec, disons, c'est aussi un peu ce qu'on retrouve dans le socialisme chrétien, charité chrétienne. Bon, ben quand même, ces pauvres, voilà, on va leur donner un peu pour se donner bonne conscience, mais aussi parce que ils se sentent pas si éloignés en fait. Il y a aussi cette idée que peut-être un jour ils vont connaître cette misère. Ce qu'on n'a pas dans le grand capital. Puisque ce que Zola montre aussi, c'est sous toute cette époque de fusion-acquisition. Hein, c'est-à-dire où ces compagnies, comme la compagnie de Montsou, rachètent, évidemment, comme on l'avait vu dans la Curée avec la spéculation sur les terrains, rachètent à bas prix toutes ces petites compagnies où les gens se sont saignés aux quatre veines pour les faire marcher, mais qui en fait sont rachetés. Et donc, il voit quand même avec une certaine tendresse, puisque dans d'autres romans, il y a des peintures d'autres auteurs beaucoup plus critiques sur ces petits patrons, justement complices. Bon. Lui, il est plutôt assez gentil. Hein, ils ne se rendent absolument pas compte du fossé qu'il y a entre leur niveau de vie, qui est, pour eux n'est pas extraordinaire, mais pour les ouvriers de la mine, c'est absolument faramineux. Ils ne se rendent pas du tout compte de cette différence qu'il y a entre la bourgeoisie. Oui, et puis il y a aussi le fait qu'un jour, enfin ça c'est terrible, mais on se dit, mon Dieu, c'est pas vieux dans notre pays, c'est ça qui est toujours... où il y a la visite du coron par la famille Hennebeau. Alors, la famille Hennebeau arrive dans le coron, et ces pauvres mineurs, c'est comme des animaux de zoo, quoi. C'est-à-dire... voilà, oui, ils sont heureux, et ça, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Donc là, c'est vrai qu'on dit, bon, la lutte des classes, c'était pas non plus complètement une vue de l'esprit. Alors, ce qu'il veut montrer, je reviens là-dessus, c'est les forces économiques en mouvement plutôt que les hommes qui sont à condamner. C'est-à-dire, ce qu'il condamne, c'est qu'on ait perdu le contrôle de ces forces économiques, puisque c'est l'argent, les puissances d'argent, et que donc tout le monde est victime de cela. Alors c'est amusant parce que, bon, je vous livre un petit truc. Hier, je regardais, vous savez comment il s'appelle, Mark Zuckerberg, Zuckerberg, le fondateur de Facebook, était à Bruxelles où il a été interrogé par un certain nombre de députés européens et qui l'ont bombardé de questions pendant 1 heure, auxquelles évidemment il n'a pas répondu, sauf qu'il présentait ses excuses, bon, très bien. Mais il y a eu un député belge qui lui a dit, quel souvenir voulez-vous laisser à la société, à l'humanité? Est-ce que vous voulez être l'inventeur de quelque chose de magnifique, qui a rapproché les gens, qui a permis à les gens de communiquer entre eux, enfin tout ce lien affectif? Est-ce que vous voulez être ça, c'est-à-dire cette belle image de quelqu'un qui a vraiment tissé des liens dans ce monde froid et inhumain, ou est-ce que vous voulez être celui qui a créé une sorte de golem qui lui a échappé, puisqu'en fait c'était ça le problème, les données personnelles, voilà, qu'il ne maîtrise plus, et c'est réel, plus personne ne maîtrise. Est-ce que vous voulez, bon, comme j'étais dans Zola, je me suis dit, tiens, on est dans cette problématique-là, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut encore contrôler de tout ça? Et c'est vrai que dans les dernières crises financières, de toute cette bulle virtuelle qui a été créée, plus personne ne contrôle rien. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que déjà, les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Il n'y avait pas Facebook chez Zola. Ça serait un anachronisme un peu grossier. Mais il y a cette idée qu'on a mis en branle des mécanismes qu'on ne contrôle plus. L'apprenti sorcier. Et c'est pour ça que c'est pour rien. Parce que c'est ça qui c'était
surréaliste, fascinant. 1 heure de questions, bla, 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 bla. Et après... La vraie question, c'est qu'il peut devenir président de l'État. Peut-être, mais non, mais c'était surréaliste. Donc, 1 heure de questions des députés sur des choses très concrètes, sur la protection des données, enfin bon, l'ingérence dans les élections politiques, etc. Donc, des questions très concrètes. Il a dit, bon, ben voilà, j'ai 5 minutes, de toute façon, parce qu'après, le temps est terminé. Donc, voilà, je veux répéter ce que j'ai déjà dit, je présente mes excuses, effectivement. Et c'est tout, et il est parti. Et c'était magnifique. Enfin, on voit ça, on dit, c'est très attristant. Mais et ça, vraiment, j'ai fait le lien. Je me suis dit, voilà, c'est apprenti sorcier, quoi. Et avec aujourd'hui toutes ces bulles virtuelles, enfin, ce qu'on appelle la financiarisation, on est dans un autre cran, mais avec des choses qu'on pense contrôler, parce qu'on va à la banque, on retire de l'argent, on dit tout est sous contrôle, et en fait, rien n'est sous contrôle. C'est amusant. Bon, enfin voilà. Donc, ce qu'il veut montrer, c'est cet engrenage donc, économique, financier, qui fait qu'il y a ces expansions, ces fusions avec d'autres compagnies, et qui fait que l'homme est totalement écrasé. Vers le commencement du dernier siècle, un coup de folie s'était déclaré de Lille à Valenciennes pour la recherche de la houille. Là, c'est pas les chercheurs d'or, mais c'est un peu... Parmi les entêtés de l'époque, le baron d'Esrumeau avait certainement laissé la mémoire de l'intelligence la plus héroïque. Il venait enfin de fonder la société d'Esrumeau, Foquenoy et compagnie, pour exploiter la concession de Montsou, et les fosses commençaient à donner de faibles bénéfices lorsque 2 concessions voisines avaient failli l'écraser sous le terrible assaut de leur concurrence. C'est-à-dire que là, il définit tout ce processus vraiment d'une concurrence effrénée, mais bon, qu'on connaît encore aujourd'hui, où voilà, on absorbe les plus petits. Heureusement, un traité intervenait entre les 3 concessions et les réunissait en une seule. La compagnie des mines de Montsou était créée, telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Donc il décrit ce combat, des aspects du capital, et en fait la victoire des grandes compagnies et du grand capital, avec la concentration des compagnies minières. Bon, et là c'est extrêmement documenté. Là on sent qu'il a plein d'exemples vraiment réels. À partir de 1860, il y a une évolution, l'Empire devient beaucoup plus libéral, avec entre autres la création de la liberté d'association, etc. Est-ce que cette évolution, on la retrouve à un moment ou à un autre? Est-ce qu'il y est fait allusion? Liberté d'association. C'est la fin du héros, quoi, qui s'en va. Donc il y a quand même une évolution libérale. Est-ce qu'on la retrouve à un moment donné? Est-ce qu'il y a fait allusion? Non. Personnellement, ça ne transparaît pas tellement dans le roman. Oui, ils interviennent. Disons, là, c'est le retour. Il y a le recours à la force. Donc, c'est l'armée, c'est les soldats qui arrivent pour vraiment remettre. Donc, il y a sûrement cet aspect-là, et Zola probablement le connaît, mais ça ne transparaît pas trop. Sauf que à la fin, on dit il va organiser les syndicats, organiser la lutte syndicale. Mais comme ça se passe en 1860, c'est censé c'est censé se passer en 1866-67, mais en fait, il utilise des éléments aussi postérieurs. Mais c'est pas son... Son combat, c'est contre l'Empire aussi, en même temps, contre Napoléon III. Alors, sinon, parce qu'il a pu être placé à cette époque-là. La fin du système politique. Oui. Disons, c'est très riche, parce que tous ces éléments sont imbriqués. Le côté économique, social, politique, on change de régime,
oui, c'est très, très mouvementé, disons. Très mouvementé. Alors, donc il va quand même aussi dénoncer les conditions de travail inhumaines. Bon, je vous passe les descriptions. Dans la vie quotidienne aussi, hein, bon, c'est des gens qui, évidemment, crèvent de faim. Et c'est la misère, hein, vraiment morale, autant que physique. Et un autre élément qui est intéressant au niveau symbolique, c'est qu'il va utiliser une référence aux évangiles avec l'expression les trous des bouches noires. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette expression dans l'évangile, les trous des bouches noires. C'est-à-dire, ce qu'il veut aussi montrer, Zola, c'est la libération de la parole. C'est-à-dire que, on voit au début du roman, chez les bourgeois, on parle. Hein, pendant les repas, on se reçoit, on parle. Alors, il va dire, bon, on échange des choses totalement insignifiantes, et les discussions ne sont que des poncifs, bon, donc pas très intéressants, mais quand même, on parle. Chez les mineurs, personne ne parle. Bon, ils sont abrutis de travail, donc bon, on vient boire un peu un demi pour se nettoyer aussi un peu la gorge, parce qu'il y a aussi toutes les maladies qu'il va décrire liées aux mineurs. Mais surtout, on ne parle pas. Et ce qui est intéressant, là, il y a vraiment une évolution au fil du roman, puisque Étienne, lui, il va s'instruire, il croit à l'instruction, et peu à peu, la parole se libère. Et chez les Maheu, la fameuse famille où il habite, et ben peu à peu, on commence à parler. Et le soir, même s'ils sont épuisés, pendant une demi-heure, ils vont commencer à échanger sur justement des thèmes politiques, sociaux, économiques. Et là, c'est très symbolique. C'est-à-dire d'une parole qui était muselée, à une parole qui commence à sortir. Et il y a vraiment cette opposition entre une parole vide de sens, en fait, chez les bourgeois, et cette parole qui commence à sortir et qui est politique, qui est... Enfin, voilà, on écoute Étienne parce que lui, c'est un peu le plus instruit. Hein, après, bon, on va le lui reprocher, mais disons, il est écouté. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Où il dit, la fameuse... Oui, les gueules noires qui chantent la Marseillaise au fond de la mine. Hein. Maintenant, il dit, maintenant, chaque soir, chez les Maheu, on s'attardait une demi-heure avant de monter se coucher. La résignation des mineurs disparaît dans ces causeries et Maheu trouve le courage d'être le porte-parole de la délégation chez Hennebeau. Il s'écoutait avec surprise, comme si un étranger avait parlé en lui. Ce Maheu s'étonne de pouvoir même parler aux bourgeois qu'il a en face. Il s'étonne de cela. Jamais il aurait osé imaginer cela. Bon, évidemment, cette parole-là, en l'occurrence, tourne court, puisque M. Hennebeau dit « Je suis un salarié comme vous ». Vous voyez, cette position du petit patron. « Je suis un salarié comme vous. Je n'ai pas plus de volonté ici que le dernier de vos galibots. » Enfin, de volonté ou de pouvoir. Donc, c'est ambivalent, la position. Donc, voilà, Zola veut faire entendre cette parole, ce cri de justice des mineurs, et c'est vraiment une... il veut faire peur aux bourgeois. Il leur dit « Hâtez-vous d'être justes, autrement, voilà le péril. » C'est-à-dire, le péril de la violence, justement, radicale, totale, c'est-à-dire de Souvarine. Hâtez-vous d'être juste, c'est-à-dire, prenez conscience de cette parole des mineurs pour changer les choses, sinon c'est
c'est la violence, enfin, la violence seule. Voilà, et donc, bon, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, ce qui est très beau aussi, c'est l'évocation de ces lignées de mineurs, la famille de mineurs. Hein, il y a la famille Maheu, il y a la famille Lavaque, enfin, voilà, c'est des familles, et qui sont tellement fières de cet héritage, et de continuer à donner la richesse. Et quelque part, il y a un côté aussi du pays, enfin, donner la richesse au nord de la France, mais aussi à la France, enfin, mais surtout à cette région. C'est ce qu'on appelle les Hauts-de-France aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est très touchant, parce que c'est encore un petit peu vivant. Aujourd'hui, moi j'ai côtoyé des familles de cette région où on évoque encore les souvenirs de la mine, on va vous faire visiter le terril. Bon, c'est d'une puissance incroyable. Et je suppose que dans la région de Saint-Étienne, et je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la désindustrialisation, enfin toutes ces... C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, quoi. Parce que bientôt, dans quelques générations, peut-être ça va se perdre. Mais encore aujourd'hui, on a des gens qui ont connu, ou qui sont, voilà, qui ont connu, et qui sont encore descendus. Et moi, ce qui m'a frappé en le relisant, je me suis dit, c'est hier. Et donc, ce n'est pas étonnant aujourd'hui, quand on voit toutes les usines textiles qui ont fermé. La mondialisation et tout ça, c'est allé tellement vite, qu'on comprend certaines révoltes ou désespoir de certains aujourd'hui. Enfin, c'est puissant. Et Zola, vraiment, bon, il en rajoute peut-être un peu, c'est noir, mais bon, voilà, ça nous tire les larmes, quoi. Enfin, c'est vraiment la puissance romanesque, comme Balzac, comme Hugo, enfin voilà, on est dans cette fibre, et qui fait partie vraiment de notre patrimoine, Et aujourd'hui où ça va très vite, je trouve que c'est intéressant aussi pour se dire, bon voilà, il y a un siècle, voilà comment certains vivaient, quoi. Leurs combats, leur souffrance et leur dignité, leur grandeur aussi. C'est un peu partout, dans tous les milieux, chez les paysans, c'était aussi des villes. Bien sûr. L'exode rural, c'est tellement fait de manière violente. Là aussi, sans beaucoup de dialogue, on s'en rend compte aujourd'hui. Aujourd'hui, la parole se libère, là, on parle de libération de la parole, sur la violence de cet exode rural. La parole se libère sur ce qui est passé, mais pas sur ce qui est actuel. Oh, un peu quand même, ça commence. Les deux. Mais en tout cas, bon, la construction du roman est tout à fait passionnante, avec ces débuts et cette fin. C'est vrai que c'est vraiment très beau. J'ai pas parlé des choses. Est-ce que tu n'es pas un peu étonné de l'optimisme d'Étienne à la fin, cet espoir? Parce que quand on lit ce bouquin, on ne comprend pas qu'est-ce qui a pu lui donner de l'espoir pour Étienne. C'est des catastrophes en catastrophes. C'est l'échec pratiquement permanent. Alors, oui, c'est le double aspect toujours chez Zola. C'est-à-dire, il y a une description du quotidien qui est terrifiante, parce que toutes les expériences d'Étienne sont terribles, pourraient être désespérantes. Et la fin, c'est Zola, c'est-à-dire qu'il voit aussi tout ce qui est en train de se passer. Les mouvements, justement, syndicalistes, communistes, socialistes, et qui avaient cet espoir, avec même de mettre en place la dictature du prolétariat, et faire que les gens seraient enfin heureux. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a un peu de recul
dont on dit, bon ben, quelle espérance qui a été dévoyée, ou quel échec, enfin, ou peut-être il reste encore quelques bribes d'espoir. Mais à l'époque, il y avait un espoir fantastique. Je repense à même Kant qui avait écrit pour la paix perpétuelle. Mais c'est qu'ils y croyaient, enfin, c'est-à-dire... donc, oui, je pense qu'il y a ce besoin consubstantiel à l'homme d'espérer et de penser que demain sera lumineux. Donc là, c'est très symbolique parce que le début, c'est tout noirceur et à la fin, il y a le soleil, il y a les oiseaux qui chantent. Enfin, c'est même un peu dépensif, quoi. Mais il y a cette idée que, oui, toute cette misère sera derrière nous un jour. Il y a l'horreur de la réalité, et on ne peut pas rester là-dessus. Il faut montrer que l'homme, il a toujours envie. Oui. Voilà. Alors, ce qui fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, on voit que les guerres, ont cassé, ont cassé tout ça. Enfin, disons, c'est très compliqué. Que le XXe siècle n'est pas ce siècle de lumière. Ce qui rend aujourd'hui certains un peu, effectivement, désespérés. Parce qu'il n'y a plus d'idéologie à ce point inspirante à l'époque. Le prolétariat, c'est très actuel, en fait. Il y a eu beaucoup d'avancées. Attendez, oui. Et est-ce que ce livre a aidé justement à cette prise de conscience? En tout cas, il a été un formidable soutien pour les mineurs. Puisque là, c'est quand même très axé sur les mineurs. Comme je disais, les paysans, c'est pas le problème. Là, c'est vraiment le monde de la mine. Donc, ce que je vous disais au tout début, à ces obsèques, germinal, c'était vraiment un cri. Oui, ça les a aidés dans leur lutte. Oui, bien sûr. Disons que c'est quelqu'un de très sensible. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce courant avec Balzac, avec Hugo, avec... oui, c'était plus doux avec Maupassant. Là, c'est... et donc, c'est vraiment... alors, ce qui est intéressant, c'est que il a été traduit dans toutes les langues, il est connu dans tous les pays. C'est-à-dire, là, c'est le côté universel. Le problème à notre époque, c'est qu'il n'y a pas d'écrivain qui plonge dans la vraie vie. C'est ou des intellectuels, des philosophes, etc., qui donc suppriment la lecture de... Hop. Comprenez-le, dans les gens qui sont dans les écoles primaires maintenant, il y a 80% de gosses qui ne lisent rien, qui ne comprennent rien. Bon, ça c'est un autre problème. Ben oui, mais la lecture, moi je suis désolée, il n'y a pas de livres qui ressemblent à ça. Eh bien, pourquoi ne pas les faire lire, eux? Les lire. Là, il y avait un élan. Vous comprenez, les gens, ils avaient envie. Tandis que maintenant, ils mettent Internet et Google. Comment? Mordilla. Si, il y en a. Il y en a même trop, je pense. Mais oui, parce qu'il a écrit à un moment donné, on l'a aussi utilisé à des fins idéologiques. Bon, voilà, aujourd'hui on est dans une période où les idéologies ont souffert et donc il n'y a plus d'idéologie universaliste. C'est paradoxal. On est dans la mondialisation, mais il n'y a pas de vision universelle qui puisse galvaniser, ou alors très, très radicale. C'est autre chose. Bon, voilà, donc relisez Germinal.